faire un petit tour d'horizon et essayer de donner un petit peu l'actualité du chikungunya pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un rhumatisme qui est en train de sortir dans le monde avec deux aspects. À la fois une maladie épidémiologique avec un profil arbovirose, et en même temps c'est une alphavirose, c'est-à-dire un virus arthrotrophe. Et en même temps, il y a une double émergence, donc il faut vraiment être actualisé parce que on est en train de découvrir plein de choses sur un virus qu'on ne connaissait pas, même si c'est un virus qui a maintenant une soixantaine d'années. Décrit en Afrique avec un aspect particulier des malades qui avait donné le nom à la maladie, chikungunya, voulant dire un petit peu qui marche comme. À partir de ce moment-là, un certain nombre de travaux ont été faits, en particulier par les militaires américains, qui ont travaillé, puisque c'est un virus incapacitant. C'est un virus qui, comme il rend malade, pouvait être intéressant et militarisable éventuellement. Ils avaient même été jusqu'au vaccin, les militaires américains, dans les années 70. Puis ça s'était arrêté là, les budgets se sont arrêtés, la guerre froide s'est arrêtée, donc on a un petit peu laissé tomber. Et ce qu'on savait à l'époque, c'est que jusqu'aux années 2000, c'est qu'il y avait deux profils épidémiologiques. Il y avait le profil africain comme la fièvre jaune, un réservoir animal, et puis un profil asiatique comme la bulle. Okay, on avait ces deux aspects-là, et finalement c'était une maladie totalement inintéressante au plan commercial, au plan santé publique, c'était désuet, et à la louche, très à la louche, 1 million de cas sur 50 ans. Vraiment une estimation très très grossière. Qu'est-ce qui s'est passé 2015-2006? Tout a commencé au Kenya d'abord. Une épidémie a commencé au Kenya, est allée à l'île de Lamu, puis ça a sauté dans l'océan Indien, avec atteinte des Comores, de la Réunion, et puis une grosse explosion dans toute cette région-là, y compris dans toutes les îles, y compris Madagascar, faisant un gros dégât, allant jusqu'à atteindre un tiers de la population de la Réunion, c'est-à-dire 300 000 personnes à peu près, et un taux d'attaque jusqu'à 45 000 nouveaux cas par semaine. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'entre 2005 et 2006, en fait, il y a eu une mutation dans le virus chikungunya, une analine qui est passée en valine, et de ce fait, le virus s'est adapté à Aedes albopictus qui était présent dans l'île. Donc, comme l'île était colonisée totalement dans toutes les zones anthropisées par Aedes albopictus, on a eu cette explosion localement qui a vraiment contaminé tout le monde, avec probablement une biomasse fantastique tant dans les moustiques que dans les hommes, et vraiment un caractère exponentiel, épidémique, explosé. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un troisième profil, qui est le profil mondial. Si on regarde un petit peu ce qui se passe depuis 2005, on peut considérer qu'il y a plus de 2 millions de cas maintenant, simplement dans les 8-9 années qui se sont écoulées. Donc c'est vraiment une émergence en termes de santé publique. Et vous voyez qu'il y en a même eu des cas autochtones ici, dans le sud-est de la France, et en Italie, avec 200 cas. En Italie, en 2006 ou 2005. Voilà. Donc c'est un rhumatisme, puisque c'est une maladie arthrotrophe, qui est émergente dans le monde, et y compris pour les voyageurs. Donc ça, c'est par exemple un type d'exemple, quand il y a une épidémie quelque part, eh bien les voyageurs peuvent importer. C'est ce qui s'est passé en France. Et donc ça fait partie de la liste des rhumatismes des voyageurs. Mais aussi, dans la région, on doit y penser, parce qu'on peut avoir des rhumatismes aigus, curieux, et il faut le chercher. Donc on sait maintenant beaucoup de choses. Mais ce qu'on a appris surtout, c'est un petit peu en virologie, mais on a appris un petit peu partout, mais on est surtout en train de découvrir l'impact de la maladie. Alors, la phase aiguë, je vous la rappelle, sur des données de la Réunion, même si probablement ou possiblement la virulence clinique n'est pas la même en fonction des souches, ça c'est possible. Pour l'instant, c'est difficile à démontrer, mais en tout cas, c'est présumé. En tout cas, sur la Réunion, 8 personnes sur 9 étaient malades. Et quand ils étaient malades, c'était une polyarthrite fébrile éruptive. Donc, avec vraiment la signature, c'est l'atteinte articulaire. Quelques images, le rash, aspécifique, les arthralgies, vous voyez, qui atteignent les extrémités, ça fait mal, c'est inflammatoire, ça impose un traitement anti-inflammatoire et les arrêts de travail, et une atteinte des tendons également. Et donc voilà ce qu'on a en phase aiguë. Ça c'est quand on a découvert l'épidémie, avec donc des mains qui sont gonflées et qui répondent aux anti-inflammatoires. Donc la Réunion s'est décarcassée vraiment dans ce contexte de crise pour essayer de documenter la maladie sur la phase aiguë. Donc ils ont décrit un certain nombre de formes que je ne vais pas développer ici, des formes compliquées, avec finalement décompensation de tard, des formes de transmission mère-enfant, des formes atypiques, enfin, il y a eu plein de choses et quelques morts aussi. Donc finalement, mais ça, en termes de santé publique, ça n'a pas représenté un poids lourd. Mais par contre, en termes de découverte scientifique et en termes d'émotion, ça a été très impressionnant. Perdre une enfant de chikungunya qui vient de naître, c'est dramatique et ça a fait beaucoup de...
ça a posé beaucoup de questions. À tel point, quand on parle d'émergence, ça veut dire qu'à la Réunion, quand ils avaient une encéphalopathie de nouveau-nés, ils ont dit, mais attendez, c'est du chic, c'est évident. Personne ne les a jamais cru, ni les autorités de santé, ni même le Lancet ou je ne sais qui, quand ils ont envoyé leur truc en disant, c'est en train d'exploser, il y a un truc nouveau. Donc ils n'ont pas été perçus. Donc il faut donc être toujours curieux des émergences. Donc eux, ils ont réussi à se battre pour la description. Si on regarde maintenant, je l'ai dit, c'est une maladie aiguë, un peu comme la grippe, on va dire, en termes de cinétique, il y a eu un gros pic et puis ça s'est calmé. Ça, c'est quand on voit le chikungunya dans sa présentation aiguë. Mais c'est pas que ça. Parce que derrière le chikungunya aigu, il y a une phase transitoire d'amélioration, et puis après, ça rechute. Cliniquement, dans l'expérience de la Réunion, c'est 8 personnes sur 10 qui disaient, voilà, j'ai mal, avec une exacerbation au deuxième mois, avec des signes rhumato, des signes vasculaires, et puis un retentissement moral et général. Quelques signes pour vous montrer les mains un peu déformées en post-chikungunya chronique, subaigu, pardon, des ténosynovites, et quand on faisait ça aux malades ou qu'on appuyait, on les faisait pleurer, ils avaient des syndromes canalaires, des canals carciens qu'il fallait opérer, et d'ailleurs ça se passait pas toujours bien. Et des signes rhumatismaux, là vous avez des carpites, des épanchements, et des ténosynovites qu'on voit sur la coupe sagittique. On a également décrit ici, là, dans notre équipe, là, des troubles vasomoteurs, étonnants, des mains rouges, des mains qui changent rouges et blanches, donc des phénomènes des acrosyndromes, intolérance au froid chez des gens qui n'avaient jamais fait ça, et on a montré, nous, dans notre équipe, que c'était associé à une présence de cryoglobuline. Donc 90% de nos patients en phase subaiguë avaient des cryos, c'est-à-dire ces anticorps qui précipitent au fond. Conséquence générale, là encore, hein, donc ça c'est des données sur nos gendarmes, puisqu'on avait pratiquement 800 gendarmes là-bas, dont une centaine a été malade, un petit peu plus même. Donc vraiment une incapacité, on commençait à mesurer le post-infectieux du chikungunya. C'est assez étonnant, retentissement général. Et donc, on a continué de suivre ces cohortes. Et c'est là où on a découvert finalement un autre aspect de la maladie par rapport à ce qui était décrit dans la littérature. Chronicisation, vous voyez quelques chiffres associés à la guérison. En pratique, en synthèse, plus on est vieux, plus on est malade, plus on va souffrir. C'est du Coluche, hein, quasiment. Hein, mais c'est un peu ça. Il y a en tout cas des événements, et vous voyez que 1 sur 2, quasiment, à 2 ans, disait « j'ai toujours mal ». Ça, c'est le tableau de synthèse effectué par Émilie Javel qui travaille là-dessus, avec moi. Vous voyez que les séries montrent des pourcentages, donc il y a quand même une idée que les symptômes peuvent persister. C'est variable, mais les symptômes peuvent persister. Alors, après toute maladie infectieuse, des symptômes, on sait que selon il y a quelques études qui ont été conduites, il y a 10-15% des gens qui, après une héménie, une fièvre ocule ou un Ross River, qui vont avoir des douleurs, c'est statistique quasiment, mais pour le chic, on est au-dessus des chiffres habituels. Quand on regarde, quand on compare les chic plus et les chic moins, ça c'est notre cohorte de gendarmes. Les chic plus, ils ont plus de douleurs de raideur, il y a une surreprésentation bien évidemment, douleur, raideur, œdème articulaire. Par rapport à la cohorte des gens de base, non malades, vous voyez que les gendarmes non malades ont beaucoup moins de doléances articulaires. Donc ça, c'est la particularité, c'est que ça reste. Après, regardez ces mains ici, vous avez les mains d'un artisan. Un artisan qui ne pouvait plus travailler après le chikungunya, là on est à 3 ans. À 3 ans après son chikungunya, il ne pouvait plus serrer, il a arrêté son boulot. Donc ça, c'est assez étonnant. Ça, c'est une hôtesse de l'air qui avait contracté ça à Singapour et qui a développé des calcifications. J'ai été amené à la mettre sur l'autotrexate pour la soulager. Elle a fait, on verra tout à l'heure, un rhumatisme inflammatoire typique avec atteinte articulaire. Il a fallu la soigner de façon un petit peu intensive par rapport à une maladie post-infectieuse. Retentissement sur l'humeur, on peut le comprendre, mais avec des retentissements dans la famille, des retentissements professionnels, donc vraiment un impact à, là vous voyez, on est à 2 ans et demi. Des gendarmes. Et ce qui est étonnant, là aussi, c'est que quand on compare, ça c'est la série des gendarmes, il y a les chic plus qui sont non guéris, donc on n'est pas surpris qu'ils se plaignent de morbidité articulaire, de doléances articulaires. Les chic moins, c'est comme tout le monde, ont tous un petit peu des bobos, et au milieu, ceux qui se déclarent guéris, en fait, ils ont quand même des traces. Et on ne revient pas à la normale après un chic, en tout cas, c'est une tendance. L'évolution à 6 ans, ça c'est des données inédites. Julie Ferraro fait sa thèse là-dessus, c'est une interne militaire qui travaille là-dessus, donc on a suivi nos gendarmes. La grosse cohorte, il y a une attrition avec le temps, mais on a quand même réussi à avoir 85 gendarmes répondeurs, chic plus contre le double de chic moins. Et dans tous les symptômes, raideur, gonflement, et certains ne savaient pas d'ailleurs leur sérologie, donc il y avait des doléances, tout ça sortait de façon significative sur douleur, raideur, gonflement, fourmillement des extrémités, tendinite. Différence significative sur le recours aux soins, en particulier paracétamol, consultation et examen complémentaire, pas en hospice par contre.
Différence sur la qualité de vie, la vie en général, mais pas de rhumatisme destructeur par chance dans notre série. Donc si on reprend un petit peu ce que je vous ai dit, si vous prenez ce qui était en rouge, on l'a vu tout à l'heure, c'est une épidémie aiguë. Mais le chikungunya, c'est pas ça. Le chikungunya, c'est ça en poids. C'est-à-dire que la Réunion a payé un prix fort et les gens souffrent toujours. Alors, il y a bien sûr des gens qui... Le lien n'est peut-être pas fort pour chaque individu, mais collectivement, il y a eu des consommations et des incapacités supérieures. Après, à l'échelon individuel, on va voir que probablement il y a des liens. Donc finalement, quand on a fait un chikungunya, qu'est-ce qui se passe? On guérit ou on ne guérit pas, ça c'est aussi ce qu'on ressent. Il y a des séquelles fonctionnelles, une tendinopathie, une rupture de tendon, peu importe. Et puis, il y a des gens qui vont développer une inflammation articulaire chronique. Ce qu'a décrit le Dr Ribera et l'équipe de Saint-Denis de la Réunion, c'est que il y a des rhumatologues, hein, donc sa cohorte, c'est les gens ont fait un chic, qu'est-ce qui se passe après? Quand elle les a regardés, parmi ceux qui sont arrivés, 80% avaient des douleurs résiduelles. Mais à côté de dans ce groupe-là, de ces consultants, il y a 20% qui développent un vrai rhumatisme inflammatoire chronique. Avec une polyarthrite qui au départ est inclassée et qui peut rester inclassée ou bien évoluer vers une PR, une vraie PR qui devient d'emblée post-chic, et ça continue. Un rhumatisme psoriasique, des périostites aussi qui vont devenir des rhumatismes post-chic. Et vous voyez qu'on les a traités avec des médicaments type méthotrexate, c'est pas rien de traiter un post-infectieux par du méthotrexate ou d'autres biothérapies. Ça, c'est les données, là encore, de Mini Javel qui va en faire sa thèse, sur les données de la Réunion, à la fois du CHU et du cabinet de Dr Ribera. Donc, l'ensemble des cas, on a séparé ce qui était apparu de novo post-chic et ce qui était l'acutisation de rhumatisme préexistant. Et vous voyez, je crois que c'est surtout la colonne, il y a les deux colonnes de gauche qui sont a priori les plus dérangeantes. C'est qu'on a eu des PR-like qui répondaient aux critères de l'ELAR, c'est-à-dire l'Association européenne de rhumatisme, de la PR finalement. On a des spondylarthropathies, des rhumatismes pseudo-psoriasiques, on a des polyarthrites indifférenciées. Donc on a quand même 104 cas de gens qui ont présenté des formes articulaires potentiellement destructrices. Et à côté de ça, beaucoup d'atteintes, enfin quelques atteintes isolées, tendinopathie et autres. Et puis de l'autre côté, on a des décompensations de rhumatisme préexistant. Ça, c'est pas non plus une surprise. Donc cette PR post-chic, elle a été définie comme une entité par l'équipe. Initialement, je crois que le premier travail, c'est Bouquillard qui l'a décrit. C'est une entité, ça apparaît tout de suite après le chic et ça se déroule. Et dans la série innocentine des 21 cas, là, il y avait des polyarthrites symétriques avec finalement un petit peu de bric et broc, hein, cette série, mais il faut bien commencer par du bric et broc, on ne va pas faire de la science d'emblée. En tout cas, des anticorps anti-CCP, des HLA de réceptivité, et puis des destructions articulaires, avec des gens qui ont été mis sous méthotrexate, et certains sont passés sous biothérapie. Là, vous avez ici la main que je vous ai montrée de l'artisan avec les trous, la carpite destructrice. Vous avez ici les mains d'un jeune sportif de haut niveau qui a développé une PR post-chic et qui en a eu une prothèse, vous voyez ses mains avec des carpites, des mains déformées avec la prothèse de hanche. C'est quand même du très très lourd, ça pose question. Spondylarthropathie post-chic, là encore, ça répond probablement mieux que les PR post-chic au méthotrexate. Et puis, on a les rhumatismes inclassés pour lesquels on ne sait pas trop comment les traiter. On peut être amené à utiliser, là encore, des traitements lourds. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Ce qui est certain, c'est qu'il y a probablement au minimum l'implication majeure des macrophages et l'efficacité thérapeutique des biothérapies et des métaux permettent de le comprendre. Et puis, on se pose aussi la question de la virulence finalement virale. Une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que le virus peut rester dans le corps, à quelque endroit que ce soit, sur quelque forme que ce soit. Et finalement, il y avait un cas qui avait été rapporté avec un hygroma positif, avec présence de protéines virales dans le macrophage, c'est assez étonnant. Par contre, je crois qu'il n'y a pas eu toutes les études de synovites qui ont été opérées, des prothèses de genoux ou de hanches qui ont été posées. On n'a pas reproduit ça. Et là, c'est un travail qui avait été conduit donc, par Émilie dans le cadre de son master, qui a montré finalement qu'il y avait une influence sur la productivité virale en fonction de la souche. Donc comme c'est un modèle de réplication, en fait, on a réussi à cultiver sur milieu cellulaire le chikungunya en trouvant les cellules les plus réceptrices étaient BLA, et finalement il y a des souches qui ont un comportement différent. Alors est-ce que ce comportement en termes de réplication de production virale
a une conséquence en termes de clinique derrière, on ne le sait pas. Enfin, c'était un petit peu les actualités du chikungunya dans sa version chronique. Très bien, merci.